refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va revenir au Mac, on va parler de Mac. Enfin, ce soir, tous les détails, c'est dans le sommaire. Le Mac semble en friche. Tel est le constat amer que réalisent bon nombre d'utilisateurs de Mac. Les nouvelles versions d'OS 10 sont loin de soulever l'enthousiasme, sont pointées du doigt l'absence d'avancées majeures, comme jadis où chaque mise à jour apportait un wagon de nouvelles fonctionnalités. La tentative pour rapprocher l'interface du Mac avec celle de l'iPhone peut sembler timide, à l'heure où Windows mise à fond sur le tactile. Que penser encore du manque d'ambition des logiciels Alive ou les offres pro traditionnelles vitrines du savoir-faire d'Apple? Débat, on refait le Mac, épisode 135. Quel avenir pour le Mac? En couverture du numéro 92 d'Icriette, le magazine des utilisateurs de Mac, iPhone, iPad et iPod, les pépites du net. La rédaction a sélectionné pour vous les meilleures web apps, que ce soit pour composer de la musique, retoucher vos photos, dessiner ou encore monter vos vidéos, le tout très facilement via votre navigateur web et ce, gratuitement. Icriette 92, 6 € en kiosque. Et n'oubliez pas, Icriette c'est aussi un site internet pour nous suivre au quotidien, www.icriette.fr. Avec comme invité cette semaine dans On refait le Mac, Cédric, un grand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Oui Olivier, je vous entends bien. Je suis donc en direct de mon placard cette semaine, en duplex exceptionnel. Allô Cognac. Exceptionnel. Non, je suis rentré de San Francisco et honnêtement, je suis content d'être rentré. Même si, si j'avais su le temps qu'il faisait ici, je pense que j'aurais demandé l'asile. Et puis la boucle est bouclée, hein, puisque après avoir utilisé Google l'iBook pour faire est bouclé. l'émission, je crois qu'on tient le titre de l'émission. Pardon. L'iBook, oui, l'iBook est bouclé, mais pardon, ça me fait rire. La boucle est bouclée. Donc la boucle est bouclée, mon cher Cédric, dans la mesure où ce soir on enregistre non seulement en Hangout, on peut même nous voir en direct pour ceux qui nous regardent en direct. Nous sommes mercredi soir, mais en plus tu enregistres avec un Google Book, un Google Chrome, c'est ça ? Alors, j'enregistre pas, parce que le montage de l'émission nécessite un fichier QuickTime, etc. Donc, oui, de toute beauté. Donc là, je vous regarde ici, la voilà, vous voyez mon doigt. Ça, c'est la webcam du Chromebook Pixel que j'ai devant moi. Tu as des doigts trapus, Cédric. Des petits doigts trapus. Et si vous regardez la version podcast, je mets le doigt ici, et là, tout à coup, voilà. Donc, en fait, j'ai une webcam fixée au-dessus, qui, elle, enregistre sur un Mac. On va pas être trop créatif, tu vois ce que je veux dire. La prochaine fois, tu fais avec ton iPad, ce sera Même quand on fait exactement comme c'est marqué dans le manuel, ça plante 4 fois sur 5. Donc voilà. Mais, et l'occasion de constater que vraiment, la webcam de ce Chromebook Pixel, c'est la première fois que je l'utilise vraiment. Bah, écoute, c'est super propre, la lumière est bien, alors que de l'autre côté, comme toujours sur le Mac, ils disent ce qui est bien pour toi. Non. Ah, écoute, je suis désolé, on a changé, on a mis des webcams externes justement pour pas être tributaire de la webcam interne du MacBook Air, qui parfois t'es bleu, parfois t'es vert, parfois t'es rouge, etc. Et là, vu que c'est quand même le Mac qui calibre la caméra, regardez. Là, vous le voyez pas sur Hangout, mais sur YouTube. Mais la lumière change quand je tourne la tête. Donc, on le voit on le verra au montage. Donc voilà. Bien. Et si on passait après les doigts trapus de Cédric au charme, à la grâce de Fanny Bouton du site fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonsoir les garçons. Vous avez vu, je suis revenue. Je vous ai planté pendant une semaine. Ah oui, écoute, tu as préféré aller parader sur le tapis rouge de Cannes. Écoute, c'est pas mal. Je vous ai ramené des belles photos. Et en plus, c'est eu mauvais temps, bien fait. Tiens. non, il a fait beau quand j'y étais, il a plu après. Et une petite question, Cédric, on me demande, ton clavier derrière toi dans ton placard, il n'a pas servi depuis quand ? Il est là que depuis très peu de temps et il a une histoire qui est purement familiale et que donc je ne vous raconterai pas. Voilà. Mais il n'est pas à moi. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac que vous retrouvez presque chaque semaine, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Oh, pour la 3e ou 4e fois, je vais te le dire. Et consultant. C'est pour que tu le dises, que tu le mettes en avant. C'est pour valoriser. Les Américains diraient gainfully employed, tu vois. Voilà. On dirait Claude MC, tu le dis avec emphase. Oui. Avant de parler du Mac et de l'avenir du Mac, un petit mot sur l'actualité
high-tech de la semaine, et en particulier l'événement high-tech qui était la présentation de la nouvelle Xbox, la dernière console de jeu de Microsoft. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les gamers, et en particulier à savoir Fanny Bouton, on en a discuté avant le début de cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle Xbox One ? Elle est énorme. Cette Xbox One. Ouais, Déjà, physiquement, elle est énorme. Elle est énorme. Ouais. Non, alors, écoute, les spécifications techniques ont l'air très très chouettes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le peu de gameplay ou de vidéos qu'on a vu, on est clairement sur des consoles next-gen, donc le rendu a l'air très très bien, mais évidemment, ils nous gardent pour le 3 tous les jeux et tout le détail. Hein. Voilà, après, on a eu par nos petits camarades Bertrand Amar et Julien Telouk qui étaient sur place tout un tas de petites vidéos. Il y a Game One et puis il y a Bouyaka Prod aussi. On a vraiment eu tout un tas de retours, de petits Vine qui nous ont fait le tour. Alors il y a plein de connectiques et surtout, je crois qu'ils ont été bluffés par le nouveau Kinect, qui est vraiment efficace, qui marche même dans le noir. Donc faites attention maintenant, si les enfants jouent dans le noir sans la lumière, vous entendez du bruit, c'est normal, ça, on peut jouer a priori dans le noir. Alors, en résumé, les specs rapidement, hein, donc tu l'as dit maintenant, le Kinect qui est intégré, Kinect 2, Skype qui est intégré, un lecteur Blu-ray, un disque dur intégré, donc on a également le Wi-Fi. Une sortie prévue pour la fin de l'année, on ne connaît pas encore le prix. C'est ce que j'ai trouvé moi personnellement intéressant. Et pour revenir peut-être à Google, à Apple, et ce qui fait notre quotidien, enfin chaque semaine l'actualité de ce podcast, c'est que plus qu'une console, ils l'ont présenté comme un home entertainment system, un système, je dirais, multimédia pour la maison. C'est plus qu'une console de jeu, c'est presque la préfiguration d'une super Apple TV à la sauce Microsoft. Là où on s'attendait à ce qu'on commence avec du jeu vidéo, parce que quand même c'est une console de jeu, et c'est toujours comme ça. Moi j'ai fait pas mal de conf Xbox à l'E3, je l'ai toutes faites depuis 2005, et à chaque fois, tu vois, on commence par en gros te mettre un gros uppercut dans la mâchoire avec un bout de teaser de Call of Duty, enfin un truc qui arrache tout. Et ben non, là on a eu Youssouf Mehdi, on a regardé la télé, qui est monté sur scène et qui a dit Xbox, ESPN. Et tout à coup, il s'est mis à regarder du sport, et il a regardé son guide des programmes, et puis il est passé à Internet, il a fait un appel sur Skype, il a aussi joué un peu, mais le but était de montrer la fluidité de l'interface qui, si ça se vérifie, est démentielle. C'est-à-dire que ça zappe plus vite que moi avec ma télécommande à la main. Et alors, ce qui est intéressant dans cette démo, c'est que non seulement ça va vite, tu as raison, mais en plus, on peut zapper à la voix et zapper avec Kinect, avec les gestes. Et là, ça marchait super bien. Et encore une fois, ça préfigure ce que les rumeurs pouvaient dessiner quant à une future Apple TV. Bon, reboucler en disant ça préfigurerait, pourquoi pas, ce que serait un jour peut-être une éventuelle télé d'Apple. La voix, les gestes, c'est Olivier Frégara pour faire un truc pareil quand même dans l'ensemble, parce que si on retombe les pieds sur terre, ils ont quand même une longueur d'avance absolument terrifiante. Ouais. Et là encore, ce qui était intéressant, c'est que toute cette démo, elle s'est faite sans les mains. Il n'avait pas un pad dans la main, pas une télécommande, et tout ça avait l'air seamless. Alors évidemment, je te fais les gestes devant la caméra, on passe de l'un à l'autre, je parle, ça répond. Bon, moi j'aimerais bien savoir si pour de vrai, la démo, elle a été faite en live, et s'il n'y a pas, tu vois, un intermittent mexicain derrière qui switchait d'un truc à l'autre, ou alors peut-être que la Xbox est livrée avec un travailleur immigré. J'ai un petit doute comme toi, Cédric. Mais je doute, je pense que c'est plutôt de la technologie, et si c'est vraiment de la technologie qui fait ça, c'est dément. Maintenant, il y a plusieurs bémols quand même. La première, c'est qu'il y a plein des fonctions médias dont on ne sait pas lesquelles, quand et comment elles arriveront chez nous. Parce que tu vois, quand ils dévoilent des accords exclusifs avec la NFL, la Ligue de football américain, ça fait des trucs géniaux, mais clairement ça ne nous concerne pas. Et puis il y a des trucs qu'on ne sait pas, on n'est même pas encore absolument certain qu'elle sortira chez nous cette année. On va dire qu'il y a 80% de chance. Mais non. Ils ont dit clairement que c'était une sortie mondiale avant la fin de l'année. Non, Fanny, tu as mal entendu. Je l'ai relu 2 fois aujourd'hui parce que justement, ils n'ont pas dit worldwide, parce que worldwide, ça veut dire qu'elle va sortir au Nigeria aussi, ce qui n'est pas le cas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Worldwide, ça veut dire partout. Ils ont dit elle va sortir around the world this year.
Donc oui, ça doit vouloir dire qu'elle va sortir chez nous, parce qu'en plus, ils sont pas comme Sony, ils sont pas forcés de servir d'abord le marché japonais. Mais bon, voilà, donc tout ça était impressionnant, c'est très beau, ça va très vite, mais à la fin de ça, il y a quand même des questions qui se posent, et ça tombe bien, il y a l'E3 dans moins de 3 semaines à Los Angeles, où ils vont refaire une conf, et ils vont pouvoir en mettre une couche sur les jeux, et puis peut-être répondre aux questions qui se sont posées depuis, sur, tu vois... ils n'ont pas parlé du cross-platform. Ah bah, a priori, il n'y a pas de compatibilité, il n'y aurait pas de... Ah oui, cross-platform. De rétro-compatibilité. Non, alors il y a le cross-platform. C'est que il y a des jeux qui devraient pouvoir être jouables sur Xbox ou PS4 et qui vont être jouables sur tablette, sur téléphone mobile. Donc c'est plus les éditeurs de jeux qui vont l'annoncer, mais j'imagine qu'il va y avoir quand même des partenariats avec les... C'est-à-dire qu'ils vont aller aussi plus loin avec le Smart Glass également, à savoir ce système de Microsoft qui permet de l'interactivité, de piloter, de jouer de sa tablette à la Xbox, et j'en passe. Rodrigo, toi qui n'as quasiment rien dit à part des bêtises, mais il a des consoles. Dire autre chose. Je sais bien. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette annonce? Encore un support physique pour les jeux, un Blu-ray. Il faudra quand même installer les jeux sur le disque dur. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu old school cette vision des jeux vidéo avec un support physique, mais qu'aujourd'hui tout pourrait être, à défaut d'être dans le cloud, téléchargeable à l'image des stores, des tablettes et des téléphones aujourd'hui? J'ai 6 consoles de jeux chez moi. J'ai une GameCube, j'ai une Wii, j'ai une Xbox, j'ai 2 PS3 d'ailleurs, Aurélie en réseau. Non mais... j'ai 2 DS et j'ai des Mac. J'ai même un PC, tiens, non, comptez, ça fait 8. Donc une de plus, why not, quoi, tu vois, faut juste aller acheter une multiprise. La question c'est, est-ce qu'il y a la place voilà, donc pour des supports physiques encore aujourd'hui? Non, mais c'est le même débat pour changer d'iPhone, quoi. Est-ce qu'on va tous courir s'acheter une nouvelle console parce qu'elle vient de sortir une nouvelle console? Ou c'est les primo-accédants ou le marché de renouvellement, tu vois? Non, c'est le premier truc. Ouais. Je vois pas trop ce que ça m'apporte de plus sur un marché de renouvellement, sachant que j'ai plein de jeux auxquels j'ai toujours pas joué et que je passe vraiment aucun temps sur mes consoles et que mes gamins les exploitent pas. Donc, premier point, voilà ce que j'en ai pensé. Deuxième point, est-ce que c'est old school? La distribution physique... Oui, non, mais la distribution physique passe par deux choses. Passe par les magasins, et on voit l'état fabuleux de la santé de Game, par exemple. Ouais, fabuleux. La Fnac. Dit Virgin plutôt, la Fnac, ils sont encore ouverts. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu ce papier, là, comment ça s'est fait, les soldes, c'est hallucinant. Ouais. C'est Virgin, terrible. Horrible. Ou alors par Amazon qui vous l'envoie par la poste. Alors que Amazon vous l'envoie par la poste ou vous l'envoie par le net... Ouais, bah c'est une évolution, on va tout envoyer par le net. Ça change pas grand-chose. Merci Rodrigo. Non mais vous êtes injuste parce qu'en fait mais quelque part sur la nouvelle Xbox, il reste un truc important sur la dématérialisation des contenus numériques. C'est que quand on veut l'offrir à quelqu'un, aujourd'hui, il faut matérialiser ce support sur quelque chose de physique, et on offre encore des jeux aux gamins ou aux autres, donc c'est pas mal. Une fois qu'on a utilisé ce support physique, on a fini de jouer, il n'y a pas aujourd'hui encore de deuxième main. Alors il y a des tentatives, mais de deuxième main sur les supports numériques. Donc une fois que j'ai fini de jouer et que je vais le revendre, ce marché n'existe pas sur le bien physique qu'on télécharge. Donc ça... De toute façon, tu n'auras plus le droit. Quoi qu'il en soit, c'est fini la revente de jeux. Ça a été clairement dit. Ça n'a pas été dit. Et il y a des gens hier qui étaient à Redmond et qui ont demandé à des gens de Microsoft, qui leur ont dit « Ah non, mais attendez, on réfléchit même à une marketplace de jeux d'occasion, etc. » Enfin bon, à voir. Là aussi, ça fait partie des choses auxquelles il faudra qu'ils répondent à l'E3 dans 3 semaines. Mais vous êtes dur sur le fait, oui, mais est-ce que vraiment il faut des supports physiques? Il a raison, Rodrigo, il faut des supports physiques parce qu'il faut pouvoir aller dans un magasin pour aller chercher un truc pour mettre sous le sapin de Noël pour ses enfants. Et puis, là, dans ce cas précis, on la voit l'évolution. Avant, il y avait d'un côté les jeux que tu achetais en magasin et de l'autre côté ceux que tu téléchargeais, et c'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes prix, bien évidemment. Là, quand même, on sent que ça y est, le recoupement est en train de se faire, c'est-à-dire que les jeux que tu vas acheter sur support physique, ce sera juste pour t'en épargner le téléchargement. Tu vois ce que je veux dire? Il va être très très lourd vu la capacité des jeux et d'un Blu-ray notamment. Bah ouais, c'est ça. Donc tout à coup, si on te dit ah oui, alors tu vas aller prendre, je sais pas, le nouvel Assassin's Creed, mais écoute, c'est formidable, ça ne fait que 18 gigas. Tu es chez Free. Ah, c'est moche. Tu n'as pas la Livebox Play 2. Ils signeront un chèque avec Xavier Niel. Non, je déconne parce que Xbox sur Free, ça marche très bien. Ça marche super bien. Bah ouais, c'est vrai en plus. Xavier, si tu nous regardes, on le disait, positionnement, donc on le voit monter en puissance, toujours plus de puissance pour les consoles de jeu, un positionnement un peu plus entertainment que game pur. Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui,
pour vendre une console. On peut plus simplement s'adresser aux joueurs. Ça doit offrir plus que cela, car il y a une concurrence aujourd'hui qui s'opère de plus en plus avec les téléphones, avec les tablettes. C'est une question. C'est pas qu'il y a une concurrence, on a clairement vu que le casual gaming a étendu le marché du jeu aux filles, aux grands-mères, aux grands-pères. On a vu le jeu en famille, c'est ce qu'a fait Nintendo à la base aussi, ça a été les premiers à aller là-dessus, et on a vu que ça avait clairement marché. Tout le monde joue, toute génération confondue, et ça va aller de plus en plus, puisque nous, notre génération commence à être des seniors pour certains jeunes de 20 ans. Ça va pas, non? Moi, on m'a proposé un poste de senior qui pense Jones il n'y a pas si longtemps. Waouh! Mais tu remplais pas les conditions nécessaires pour être senior. Mais non, donne-nous l'adresse du mec, on va le rouer de coups. On va appeler Dominique et Tata, ils vont aller lui rendre visite. Non mais sérieusement, le mec qui t'a dit ça, tu l'as giflé avec quelle main exactement? Allez, on avance, messieurs, dames. J'ai accepté le poste, c'était super intéressant. Ah, si c'est super payé, alors d'accord. Pour vous dire... Non, pas payé. Intéressant, j'ai dit. C'est pas pareil. Mais, non, juste pour dire, donc, c'est voilà, de plus en plus de générations vont avoir joué étant jeunes, vieillissent avec le jeu, et tout le monde joue. Donc, c'est normal que ça s'étende un petit peu à tous les marchés et que ça aille des tout petits au plus âgés. Après, il y aura toujours des core gamers, des vrais purs de dur, et on les retrouvera pas que sur console d'ailleurs, parce qu'on a un vrai regain de l'arrivée du PC avec des jeux comme Minecraft chez les ados, ça cartonne, et moi j'ai été super surprise, mais voilà. Alors à défaut de pouvoir dresser un plan sur la comète et savoir véritablement quel sera l'avenir de cette console, on peut déjà répondre. On va essayer du moins tenter de répondre sur l'avenir du Mac. Ça fait quelques mois, voire quelques années qu'on se pose la question depuis le succès phénoménal de l'iPhone puis de l'iPad quant à l'avenir et les évolutions qu'on peut attendre du Macintosh. Ces derniers mois, on a l'impression que le Mac, le terme est fort, mais il est choisi, il semble véritablement en friche. Qu'est-ce qui se passe du côté de Cupertino? Quelle évolution possible du côté du Macintosh, notre ordinateur fétiche ici à la rédaction d'Icriette? Votre avis, messieurs? On a l'impression, déjà, pour donner une piste, pour vous donner une petite carotte pour ce début de ce débat, on a l'impression que depuis le lancement de l'iPhone, Apple a fait un choix, et quelque part, c'est vrai qu'on le lit dans les biographies de Steve Jobs, dans les différents ouvrages qui sont parus, sur Scott Forstall, sur Jonathan Ive et j'en passe, que Steve Jobs avait fait un choix à l'époque, un petit peu, d'aller chercher dans les différentes divisions d'Apple les meilleurs talents pour concevoir l'iPhone et concevoir iOS. Et on a l'impression qu'il a un peu déshabillé Pierre pour habiller Paul, et Apple et le Mac, on est un petit peu la victime de cet iPhone et cet iPad. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? C'est vrai qu'ils ont créé des nouvelles activités avec l'iPhone, avec l'iPad. C'est pas tellement que ça les a détournés du Mac, c'est que... Enfin, ça après... Imagine Apple aujourd'hui si avec le Mac... Non, mais je suis d'accord. C'est inimaginable, enfin ça pourrait pas fonctionner, quoi. Donc voilà, et puis surtout... c'est des machines dont les cycles de renouvellement ne sont pas les mêmes. Tu rachètes pas un nouveau Mac tous les 18 mois. Enfin, toi, si. Mais je veux dire, les gens normaux du monde réel, ils rachètent un ordinateur tous les 3 ans au mieux, 4 ans, voire 5 ou plus. Ouais. Donc Cédric, là, donc l'exigence n'est pas la vraie mise à jour majeure qui a véritablement apporté un lot considérable de fonctionnalités, j'insiste encore une fois sur le terme qui a apporté un système d'exploitation du Mac, ça s'appelait encore Mac OS X. À l'époque, ça s'appelait Léopard, c'était en 2007, l'année est également bien choisie. Séquence nostalgie. Où refait le Mac? So, this is the tricky part. This is a really fun one. It's like I'm in Star Wars doing a hologram. Help me, Obi-Wan Kenobi, my own hope. Now, those are cool, but I've saved the best for last. This one's a lot of fun. So, this is taking a photo with an alpha channel mask for the mouth. And it finds my mouth in the camera and places it in the center. And if I'm actually a little slow, it'll actually do some color balancing as well and try to get me to look just like our first president, George Washington. Now, this is cool. You can imagine all the kinds of people you can have a lot of fun with. So...
I love my Mac. Okay. So I will push it. I can have a lot of fun with this. Thank you, Phil. You're welcome. See you. Bye-bye. Bye everyone. On refait le Mac. Ah, messieurs, dames, ça manque ce genre de présentation où les responsables d'Apple ne se prenaient pas au sérieux, c'était le bon temps. Donc c'était en 2007, cette présentation, la même année, la sortie de Léopard que celle de l'iPhone. Il a fallu attendre 2 ans pour voir arriver une nouvelle version, c'est-à-dire en 2009, 2 ans juste pour voir arriver Snow Leopard. Il est arrivé en 2010 Lion, en 2011 Mountain Lion, mais bon, il n'y a pas eu de révolution. On sent qu'il y a une tentative d'essayer de faire ressembler le système avec iOS, mais l'avancée majeure, ça restait Léopard. Souvenez-vous, Time Machine, iChat, Coverflow et j'en passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait véritablement que la division Mac ait été dépecée au détriment d'iOS, qui lui a grossi considérablement. Je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont eu des besoins sur iOS, donc ils sont venus faire « Alors, toi, tu viens là, toi, on va te mettre là, etc. » Tu vois, macOS marche très bien, donc on laisse des gens pour maintenir et tout ça et continuer de le développer. Mais là encore, c'est vraiment une question de besoin. C'est-à-dire que iOS avait quand même besoin de se développer beaucoup plus rapidement que macOS n'avait besoin d'évoluer. Je sais pas, tu vois, quelles sont les 50 fonctions dont les utilisateurs de macOS qu'ils demandent à corps et à cri. On ne sait pas, ils se plaignent plutôt des nouvelles d'ordinaire, mais il faut dire que bon, ça c'est la population des utilisateurs du Mac qui ont un soupçon de résistance au changement. Moi j'ai des vieux souvenirs d'Apple Expo, où tu voyais les pauvres mecs qui étaient sur les stands, que ce soit sur le stand d'Apple ou d'ailleurs, et tu voyais à chaque fois le mec qui avait genre 59 ans, tu sentais qu'il devait être allé à l'éducation nationale, et il se plantait devant le mec dans son Mac et il dit « Alors, la dernière mise à jour », et alors là, c'était parti pour une demi-heure. Donc toi, tu étais derrière, tu vois, tu voulais faire un truc, et c'est genre « Ah ben non, ça va pas le faire, on va laisser comme ça ». Et il y en avait plein comme ça dans les années, enfin bon, bref, peu importe. Donc voilà, oui, ils ont un peu dépecé Pierre pour habiller Paul. C'est un peu normal. Est-ce que vraiment on en sent les effets ici? La seule question qu'on peut se poser en fait, c'est de savoir qu'est-ce que le Mac devrait être qu'il n'est pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, si tu es Olivier Frigara, il te manque un écran tactile. Mais je vais te laisser jouer avec mon Chromebook Pixel, tu vas voir. Rodrigo, tu en as pensé quoi de ces dernières évolutions d'OS 10 ces dernières années? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que depuis, en gros, Léopard, il ne s'est pas passé grand-chose? Il s'est en effet pas passé grand-chose. Les 2 nouveautés peut-être que j'utilise moi depuis ces dernières années, quand j'y pense. Non, très sérieusement, c'est le backup Time Machine. Oui, ça date de Léopard. Ouais. Je m'en sers vraiment tout le temps. Et Spotlight peut-être aussi. Non, Spotlight, bof. Moi, j'aime bien la réplication d'AirPlay vidéo, en fait, oui, qui est dans la toute dernière version. Oui. J'aime bien projeter depuis mon MacBook Air. J'aime bien projeter. En fait, la meilleure évolution, en fait, c'est le MacBook Air en deuxième version. Le premier était vraiment trop lent. Ouais. Le MacBook Air en deuxième version, c'est vraiment top. Encore i7, ça déchire. Ouais, quand je vous l'ai déjà dit plein de fois, là, on tourne sur mon Mac Pro qui date de janvier 2007. Que j'ai upgradé, voilà quoi, c'est un truc qui a 7-8 ans, c'est ni vu ni connu. Donc ouais, sur l'OS, je sais pas ce que l'on voudrait de plus en fait, parce que le marché a quelque part évolué depuis quelques années vers le browser. On a des browsers qui sont tout à fait performants en HTML5 aujourd'hui. La plupart des services que l'on utilise tournent aujourd'hui dans les browsers. Il n'y a pas grand chose que l'on a en natif, en local, qui soit vraiment utile ou qui utilise des fonctionnalités système intéressantes. Tu vois, je pense peut-être aux 2-3 programmes que j'utilise tout le temps. Evernote, je pourrais l'utiliser en version browser. Spotify, il existe en version browser maintenant. Il n'est pas génial, hein. Honnêtement, il est très améliorable. Bon, c'est bêta, quoi. Ouais, mais Deezer existe, mais tu vois, donc il n'y a pas grand-chose qui n'est pas utilisable dans le browser. Donc l'OS, quelque part, n'est plus très, très important. Mais je suis parfaitement d'accord, parce que c'est une réflexion que je me faisais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chez Microsoft pour aller voir le Surface Pro. Alors, c'est hors sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui. Merci, et il n'y a pas non, parce qu'on peut se mettre à parler de Windows 8, là on n'en sent jamais. Et je leur disais, il y a quelques trucs qui sont quand même intéressants dans le système, tout ça. Et ils me disent, ce sera quand même mieux que le PC que tu as au bureau. Et je dis, mais au bureau, mon PC, il est sous Windows XP, quoi. Et ils m'ont tous regardé, genre, horreur, malheur. Mais tu as quelle version d'Internet Explorer? Non, ça va, j'ai Chrome. Ah bon, ça va alors. Chrome. Bah oui. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu que c'est même pas un problème. Qu'est-ce que je lance sur mon ordinateur au bureau? Un navigateur et Outlook.
En gros, je vous la fais rapide. Même pas Word, Excel, PowerPoint, rien. Donc de fait, Rodrigo a raison. Moi, je suis obligé d'utiliser Outlook là en ce moment et j'utilise en version web, tu vois. Ouais, c'est encore un peu. Mais alors non, mais je voulais finir. Parce que finalement, la machine que j'ai devant moi est le meilleur exemple. Tout ce que tu fais sur un Chromebook, c'est dans le navigateur. Il n'y a pas d'application native. Il y a un explorateur de fichiers et un player de fichiers. Et en gros, c'est tout. Tout le reste, c'est du web. D'ailleurs, au début, tu te dis, mais c'est impossible. Eh ben non. Finalement, les seules choses qui me manquent, c'est Final Cut. Enfin, on va dire un vrai logiciel de montage vidéo. Oui, non, mais c'est ça. Le PC aujourd'hui ne sert qu'aux activités multimédia ou à la production intensive de documents. Voilà. Tu vois, c'est un peu compliqué de faire Excel dans un browser parce que c'est trop lent. Ouais. Mais il y a quand même des évolutions possibles, des fonctionnalités possibles. Ne fût-ce que du côté de l'interface, on peut espérer que OS X évolue et ressemble peut-être. On donne un cap. Il n'y a pas de cap aujourd'hui autour de Mac OS X. On ne sait pas. Si, il y en a un, mais personne ne te l'a communiqué. C'est très différent. Il faut qu'il m'explique parce que ça tourne un peu en rond là. Ça louvoie, je dirais même. Oui, Fanny, une petite question Twitter. On en a plusieurs, mais justement, il y a un autre Cédric, je suppose, qui demande si le futur du Mac ne serait pas un nouvel OS issu d'une fusion entre OS X et iOS. Pour le grand public, ce serait peut-être pas mal. En tout cas, c'est le choix qu'a fait Microsoft avec Windows 8, messieurs, dames. C'est pas tellement une fusion, c'est plus la création d'un système qui est nativement multiplateforme. Je suis pas certain. Enfin, en même temps, c'est vrai quand tu vois. Là, tout à coup, je me trompe de machine. Quand tu vois le Launchpad sur Lion, etc. C'est vrai que voilà, tout à coup, tu cliques sur une grosse icône, tu cliques une seule fois, ça lance ton app. Mais voilà, comme convergence, c'est quand même encore. Sans écran tactile, je vois pas trop l'intérêt, franchement. Ah bah sans écran tactile, ça n'a aucun intérêt. Sauf peut-être une rationalisation et une simplification, mais ça change. T'imagines, enfin les développeurs, comment ils vont gérer ça? Tout à coup, c'est quand même pas la même chose. Non, ça a clairement rien à voir. Je vois pas vraiment ce qu'ils y gagneraient, à part peut-être une simplification de leur marketing auprès des utilisateurs, genre all you have loved on the iPhone is now on the Mac. Mais voilà, tu vois, j'imagine cette keynote-là en la regardant, en se secouant la tête, genre oh no. Et puis tous les gens qui sont sur Mac depuis longtemps. Là, ça va être la manif pour tous, tu vois ce que je veux dire? Et t'imagines, place d'Iéna devant le siège d'Apple, il y aura des veilleurs avec des trucs et machin, et des gens en train de prier en disant non, ne faites pas ça. Enfin voilà, bon. Moi, je vais prendre par l'autre. Il y a plein de gens qui utilisent Mac qui en ont marre, quoi, qui attendent des changements. Je vais le prendre d'un autre côté. Le chiffre d'affaires d'Apple était à 100% il y a plus de 10 ans sur l'ordinateur. 10 ans après, il y en a en gros 50% qui sont sur l'iPhone, donc iOS, et un gros 25-30% qui sont sur iOS, sur iPad. D'accord? Donc il ne reste plus que 20% en gros sur les Mac. Donc est-ce qu'on veut s'aliéner 80% de son chiffre d'affaires de ses utilisateurs pour contenter les 20% autres qui sont sur macOS? Je ne pense pas. Mais pourquoi tu vas aliéner les 80% si te faire évoluer macOS 10? Quel est le rapport, pour les fusionner, pour fusionner iOS avec macOS. Oui, c'est plutôt iOS qui va impacter OS 10, pas l'inverse. Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais on ne ferait pas tourner les deux, tu vois, les fonctionnalités qui manquent, les Finder avancés, tout ça sur le multitâche, sur la gestion, tout ça sur un iOS, je ne pense pas. Est-ce qu'on va faire évoluer un tout petit peu OS 10 pour le simplifier? Peut-être, mais les gens qui sont déjà sur Mac sont déjà sur Mac, donc ça change pas grand-chose. Il y a Merdoniac Samuel qui dit une meilleure intégration avec un iCloud plus ouvert et un Finder plus complet serait souhaitable. Il y a deux remarques moi, que je peux faire, et j'ai vraiment été surpris lorsque j'ai réinstallé cette vieille machine derrière un OS 10 qui est sous Tiger, donc le prédécesseur de toutes les versions de système qu'on utilise aujourd'hui. Elle est très ancienne cette machine. J'ai de son interface d'une pureté et d'une rapidité bien plus rapide que Mountain Lion, et je me dis, mais quelque part, en vouloir multiplier les fonctionnalités comme ils l'ont fait, sans donner un cap en termes de, allez, quelle direction on va vers le Converflow façon iOS, on va plutôt vers je sais pas, ce qu'on fait aujourd'hui avec le Launchpad, enfin, on sait pas trop où ils veulent, moi je comprends pas le scomorphisme ou pas le scomorphisme, bref, il y a un vrai cap qui va être fixé, je suis impatient de voir ce que va nous dévoiler Jonathan Ive le mois prochain. Nous serons en live parce que je pense que non seulement ça aura un impact sur iOS, mais je vous fais le pari que ce sera aussi ça aura également un impact sur OS 10. Concernant le cloud, justement, puisque cet internaute en parlait, il y a eu quelques tentatives d'Apple, effectivement, par rapport au cloud. On connaît tous iCloud, mais aussi autour d'iLive. iLive, c'était
C'était la suite, et c'est toujours la suite emblématique d'Apple, la suite applicative multimédia d'Apple. Elle n'a pas évolué depuis 2011, 2 ans sans mise à jour. Là, à nouveau, il y a eu des tentatives de faire passer le cloud, certaines fonctionnalités d'iWork sur le cloud, et puis ça a été avorté, ça s'est arrêté. Bref, là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de stratégie, on ne comprend pas, je ne comprends pas vos analyses, mesdames, messieurs. Non, moi j'ai juste le souvenir des keynotes où quand on présentait les nouveautés d'iWork, enfin iLife, on se regardait chiant. genre je vais prendre un café là, c'est pas. Mais bon. Oui, mais au moins ils essaient d'innover quoi. Ils ont inventé GarageBand, ils ont inventé iPhoto. Absolument. Ça veut dire qu'on peut plus innover. Alors qu'on voit, souviens-toi, on a fait une émission ensemble la semaine dernière. On peut innover ne fût-ce qu'en proposant ces fonctionnalités-là dans le cloud, et Google le fait très bien aujourd'hui notamment. Le problème de fond, il est là. Il recoupe ce qu'on disait tout à l'heure avec Rodrigo, c'est-à-dire que le but maintenant pour tous ces gens-là, que ce soit d'ailleurs Microsoft avec Windows 8 ou Apple avec macOS, c'est une question de pertinence. C'est pourquoi est-ce qu'il faudrait leur machine plutôt que l'autre. Apple a l'avantage du design et de la cohérence du design, donc tout à coup, voilà. Il y a des gens qui viennent du monde Windows et qui disent bon, finalement je passe ma vie dans le navigateur, autant le faire dans la plus jolie des machines. Finalement, après ce qui se passe dans le système, je vais m'y retrouver d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a pas changé ma vie. Et du coup, quand tu es éditeur et que tu es éditeur de système d'exploitation, qu'est-ce que tu fais pour dire je suis meilleur que le voisin si les gens passent 90% de leur temps dans le navigateur? C'est quand même super, super compliqué. Et donc finalement, là où Apple fait le mieux la différence... Qu'est-ce qui pousserait Apple à y faire un iLife.com quoi? Ah bah, tout à coup, ça ferait sens. Ne serait-ce que parce que, tout à coup, les gens passeraient plus leur vie dans Google Docs. Ou ils auraient en tout cas une alternative. Et donc ça, oui, bien sûr, ça ferait sens. Mais t'imagines le boulot? Un iPhoto dans le cloud, un GarageBand dans le cloud. Non, mais là, on est... 130 milliards de cache, Cédric. 130 milliards de cache. Oui, enfin, 130 milliards de cache, ça transforme pas HTML5 en HTML10, si tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, mais n'empêche... même si maintenant, on fait quand même des très belles web apps, quoi. On a l'impression, Rodrigo, que quelque chose s'est arrêté du côté d'iLife, du côté de ses applications, de l'ambition d'Apple sur les ordinateurs de bureau. Je parle du logiciel, je ne parle même pas des pros, on va en parler dans un instant. Quelle est ton analyse, Rodrigo? Sachant qu'il y a un autre modèle qui s'impose, on l'a dit, c'est le cloud. C'est les web apps, qui est le thème, la couverture du prochain numéro d'iCreate. Bon placement produit. iCreate forever. Il y a une réponse à plusieurs niveaux. La première, c'est qu'on a dit le focus d'Apple d'un point de vue financier est passé sur iOS et sur des nouveaux segments qui sont la téléphonie mobile, que l'on a tout le temps sur soi, le smartphone, par rapport, et c'est vraiment Apple qui l'a impulsé, par rapport à un ordinateur qui est branché de temps en temps, qui est nomade. Là, on a un truc qui est vraiment mobile. Effectivement, ils ont grandi une part de marché, un segment qui n'existait pas. Ils en sont devenus leaders, en tout cas en part de marché de marge, plus de 60%. Très bien. Donc c'est normal qu'ils aient mis les ressources là-dessus. Deuxièmement, si on reprend l'historique, à l'époque, on se battait sur les ordinateurs contre Dell, contre Compaq, contre HP. L'un a été racheté par l'autre a été racheté par son fondateur, ça se porte mal. Et là, Apple a fait une différence sur le design, en se positionnant sur un prix beaucoup plus haut que les autres, et les autres se sont effondrés en se battant sur les marges, et eux se sont développés sur le design, pas sur les interfaces. Troisième point, sur les applis, là je suis pas tout à fait d'accord avec Cédric. Il y a 4 ou 5 acteurs aujourd'hui qui se battent en duel multilatéral pour contrôler le net. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon, il m'en manque un, eBay, et qui chacun propose quasiment la même couverture de produits ou de services. Donc il y a eu des mappings qui ont été faits, on trouve ça sur le net assez facilement, sur les infrastructures, Microsoft aussi, sur les infrastructures, sur les services de moteur de recherche, sur les services de stockage, etc. La construction de Google Docs a été faite par Google par du rachat de start-up. Google Docs Word a été c'est un rachat de Writely. De tête, c'était 40 ou 50 millions. C'est vraiment que dalle par rapport à ce qu'ils ont en stock. Donc, s'ils voulaient aller sur ce segment-là, ils pourraient en rachetant des boîtes. Après, ils sont un petit peu bizarres en termes d'interface, donc ça prend un petit peu de temps à intégrer. J'en veux pour mémoire qu'on a eu Philippe Devos ici qui nous avait parlé de sa boîte HDR. C'est toujours pas sorti, ça fait quand même 1 an et demi ou 2. C'est sorti, mais tu le sais pas. Peut-être aussi, ouais.
Ouais, moi je pense qu'il pourrait effectivement aller faire un truc, et Cédric a raison en tout cas en disant au lieu d'aller chez Google, ils iraient sur la page Apple. Maintenant, on a eu un énorme débat il y a longtemps, c'est que Apple est nul online. Ils n'ont pas ça dans leur ADN, c'est pas ce qu'ils savent faire, la preuve avec leur ne marche pas. Toutes leurs tentatives de réseaux sociaux de ping voilà, n'ont pas marché. Donc il faudrait qu'ils construisent d'abord une infrastructure humaine, une équipe, un leadership, une vision qu'ils n'ont pas en interne, pour pouvoir se positionner sur le online, qui clairement est le truc qui va se développer. Demain, quand on sera connecté en permanence à très haut débit, vous avez vu les chiffres de la 5G, avec n'importe quel type d'écran, pour parler de responsive design, on aura tout sur le cloud, on n'aura besoin d'avoir rien en local quelque part. Donc c'est la tendance. Est-ce qu'ils veulent l'épouser tout de suite ? C'est un gros centre de coût pour eux peut-être aujourd'hui par rapport à un centre de profit. Et pour l'instant, ils sont en train de milk the cow, comme on dit en anglais. Ils sont en train de traire la vache d'un segment qu'ils ont créé ou de plusieurs segments qu'ils ont créés qui sont la tablette et le smartphone. En tout cas, tous les soucis techniques qu'on a pu rencontrer en préparation de ce podcast ont inspiré une personne, à savoir notre Steph Cartoon, notre caricaturiste de talent. Regardez cette image en immersion dans la salle de montage d'ORLM. Un G4, vite un G4, envoyez vos dons pour un G4 pour ORLM. Je prends un CCP Olivier Frigara, pièce jaune accepté. Voilà, merci. Je suis étonné, il n'y a pas de finu pour demander des sous. Ouais. Non, mais ça viendra. On va bientôt demander des sous parce qu'on en a marre de bricoler. Donc, on parlait du tactile, notamment tout à l'heure avec Cédric. Fanny disait qu'il y avait une certaine impatience du côté utilisateur de Mac. On s'aperçoit que d'un côté, on a Microsoft qui a fait son choix, courageux en tout cas, s'il n'est pas forcément gagné en termes de vente, mais courageux. On voit avec le Chromebook de chez Cédric, de chez Google, c'est pas dire. Également, il y a un choix fort qui a été fait. Est-ce qu'Apple peut être le seul constructeur à ne pas produire des ordinateurs tactiles ? Fanny. Alors attends, j'ai une question vachement intéressante d'ailleurs. La mienne, elle n'est pas intéressante. Pourquoi pas un Safari ? Si, mais en plus à côté, en complément. Est-ce qu'un Safari Book, ça pourrait pas venir après un Chromebook ? Non, parce qu'ils auraient l'impression de faire exactement la même chose que le voisin, ça aurait pas beaucoup de sens. Oui, surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi Chrome va fusionner avec Android. Tu vois, donc oui, puis c'est ça. Et puis là encore, s'il y avait juste un navigateur, ce serait d'une pauvreté totale. Ça fonctionne parce qu'il y a toute la galaxie des services qui, et ça c'est le credo depuis le début de Google, sont des services web. C'est-à-dire que j'ai quand même une espèce de menu start là-dessus où je clique et j'ai YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, un bloc-notes, tous les trucs de Google Docs, je vous le passe, c'est les meilleurs. Et puis des web apps qui sont en fait le plus souvent des liens vers un site, c'est-à-dire Dropbox, etc. Non, ils ont d'abord commencé par créer tout ce qui allait autour du navigateur. Donc c'est normal que ça marche. Apple aujourd'hui ne peut pas faire la même chose. Et puis là encore, si tu veux, Google, c'est l'une des premières fois où ils signent une machine. Et d'ailleurs, il faut dire que, en termes de design, elle est top. Enfin, vraiment, honnêtement, quand je suis reparti avec le Pixel sous le bras, je me suis dit, bon, c'est sympa, mais il va finir dans un placard parce que j'ai déjà un MacBook Air que j'adore. Voilà, j'en ai pas besoin. Et finalement, ça fait une semaine que je m'en sers tous les jours, tout le temps. Parce que tout ce que je fais est dedans. Il n'y a pas, j'ai pas besoin d'autre chose. Et puis en plus, je peux le faire mais à n'importe quel moment. Tout ce que j'ai fait dessus est synchronisé ailleurs, sur mon téléphone, mes autres postes, etc. Pour Apple, c'est-à-dire que Google n'a pas d'existant à sauvegarder. Il fâche personne en faisant ça. C'est juste de l'opportunité. Pour Apple, il faut commencer par pas fâcher les existants. Mais au-delà, oui, il est évident que si demain le Mac devait devenir tactile, il faudrait une refonte importante de macOS 10, et on l'a vu avec Windows 8, parce que l'interface telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas forcément conçue pour le tactile, quoique le Launchpad, c'est une passerelle qui pourrait le permettre. Justement, alors, tu as pensé quoi de cet ordinateur sous Chrome ? Est-ce que la fonction tactile, c'est un plus, concrètement ? Ouais, pour certaines fonctions, parce que le credo d'Apple, et ils ont raison là-dessus, c'est que tu peux pas avoir des interfaces sur plusieurs plans, le clavier comme ça et l'écran devant. C'est bizarre, surtout que là, en plus, j'ai quand même un pavé tactile devant le clavier. Donc c'est 3 interfaces. Oui, c'est ça. Enfin, je peux rajouter une souris à côté si j'ai envie, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Il faut laisser le choix au consommateur. Microsoft a une sublime nouvelle souris. On y reviendra. Ça part dans tous les sens. Donc, il y a des applis pour lesquelles ça a de l'intérêt. Je pense à toutes celles où tu as envie de faire du multitouch, c'est-à-dire la photo, c'est-à-dire Maps. Le nouveau Maps dans le navigateur, avec le touch sur le Chromebook Pixel. Merci pour le bruit de bouchon, Rodrigo.
c'est absolument, enfin c'est dément quoi. Et en plus c'est drôle parce que ça rejoint en fait les réflexes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui tu vois Maps sur un laptop, même sur un MacBook, t'as envie de dézoomer avec les doigts. Et c'est juste que tout à coup, comme dirait Jean-Luc Constanza, un MacBook, l'écran d'un MacBook, c'est un iPad qui fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ouais, c'est pas l'unique interface, tu sais, mais ça permet des choses. D'un bébé de 1 an et demi ou 2 oui, ans. c'est exactement ce que je veux dire. C'est le bébé de Jean-Luc Constanza, patron qui fait le ex-patron, pitch sur le magazine. Pourquoi qui essaie de zoomer ou de cliquer, tu vois, qui tape sur les images du truc. Et c'est d'autant plus surprenant, Cédric, que c'est quand même Apple qui est à l'initiative de ces gestes et qui les a du moins démocratisés avec l'iPhone puis l'iPad. Qui les a démocratisés, mais je ne peux pas laisser perpétuer un hoax. Voilà, il y avait Surface avant. Qui connaissait Surface dans le grand public non, peu avant. importe. Mais voilà. Bon, c'est le concept de l'invention. Bref. Mais voilà, tout à coup, le avant, c'est qu'il a démocratisé. Voilà, et qu'aujourd'hui, il s'arc-boute sur le fait qu'il ne faut pas mettre ses fonctions parce qu'ils ne servent à rien. On se souvient de la tirade de Steve Jobs à ce sujet en disant voilà, un ordinateur avec un écran à l'horizontale ou à la verticale, c'est pas très pratique, la posture n'est pas bonne. Est-ce que c'est justement une posture de la part d'Apple et qu'ils attendent simplement que le marché soit mûr pour s'y mettre? Rodrigo, Fanny. Je ne sais pas si c'est une réflexion d'Apple de se dire est-ce que le marché est mûr ou pas mûr. Ils ont l'habitude en fait de lancer des nouveaux marchés, de tester, de se planter parfois. Je pense pas que ça soit les gêne. Est-ce qu'ils ont probablement fait des focus group, tu vois, en se disant est-ce qu'il y a un marché pour ça ou pas? Il paraît qu'il n'y a pas de focus group chez Apple. Non, mais il n'y a pas de storytelling non plus. On avance, allez. Non, je pense qu'ils ont fait des essais, ces gens-là. Ils se sont dit il y a différents form factors pour différents usages et pour différents publics. C'est le b.a.-ba du marketing mix, les 4P, et que pour l'instant ils se disent ils peuvent traire la vache énormément sur l'ordinateur puis sur la tablette et que c'est pas encore le moment de faire la fusion. Et puis on peut le voir d'une autre façon, c'est-à-dire que le Mac, alors là attendez dans le blasphème, hein, mais c'est presque un marché qu'ils ont envie de tuer. Depuis le début de l'iPad, leur seule comparaison, c'est de dire regardez, les ventes d'iPad dépassent celles d'HP, les ventes d'iPad dépassent celles de Dell, les ventes d'iPad, etc., le nombre d'ordinateurs vendus est en baisse, enfin, etc. Et alors je sais pas ce qu'on est des ventes de Mac, hein, il aurait fallu qu'on regarde. J'ai regardé, mais j'ai tout, Cédric. Alors, mais oui, j'ai préparé la belle transition. Qu'en est-il justement de l'impact de cette politique sur les ventes de Mac? Alors on pourrait s'attendre à un tremblement de terre, à un glissement suivi des Mac, et pas du tout. Regardez sur cette courbe. Les ventes de Mac restent stables d'un trimestre à l'autre. Si on regarde le dernier trimestre, à savoir le second trimestre 2013, autour des 4 millions à quelques milliers près, c'est le même chiffre que l'année dernière, alors qu'en même temps, selon IDC, les chiffres des ventes de PC décrochent. Elles chutent de près de 14% d'un trimestre à l'autre, d'une année sur l'autre. Alors comment on peut expliquer ce phénomène, mesdames, messieurs, alors qu'on voit du côté du PC de Windows, on essaie quand même d'innover, de trouver de nouvelles pistes tout azimut, du tactile, pour moins cher que chez Apple, et les ventes se cassent la gueule. La réponse unique, c'est l'histoire de mon PC au bureau sous Windows XP, et qui m'affole pas. C'est que tout à coup, mes besoins ils sont remplis par le navigateur à 95%. Donc pourquoi changer de machine? Accessoirement, mon XP il tourne sur un Dell absolument antédéluvien. Enfin, un truc, je continue à réfléchir à haute voix. Non, mais alors, très sérieusement, tu peux pas développer pour iOS si t'as pas un Mac. Ouais. Donc le marché des développeurs va surfer. Le marché des développeurs, c'est une niche. C'est contrôlé par Apple. Alors, tu parles de l'effet Halo sans doute, Rodrigo. Il n'y a pas d'émulateur Mac pour PC, alors qu'aujourd'hui Windows tourne sur Mac si on veut. Ouais, mais c'est de la mousse, quoi. C'est pas le cœur. C'est rien, c'est peanuts. Enfin, c'est grotesque, ça n'a pas de sens. S'imagine, si Apple se dire bon, alors donc maintenant, pour nous, le marché du Mac. Non. En gros, c'est les développeurs iOS parce qu'on leur donne pas d'autres options. Ou le segment qui était en plus forte croissance, c'était les MacBook Air sur les derniers chiffres. Si, parce que le MacBook Air a rejoint en prix celui des MacBooks précédents. On ne le sait pas car Apple ne donne pas de chiffres précis sur les ventes de Mac. On sait qu'est-ce qu'ils ont vendu comme ordinateur, c'est tout. Mais il y avait avant une différence de 2 à 3 en termes de facteur de prix entre un MacBook Air et un Mac normal. Un MacBook normal, aujourd'hui ça y est, tu as un MacBook Air, tu n'as plus aucun... Notamment le Retina.
Voilà, le petit 11 pouces magnifique que j'ai acheté. Qui est paraît-il, pas pour moi. Bon, le petit 13 pouces très bien qui Ah bah, m'accompagne tous les jours. Le 13 pouces Core i7, voilà, merveille des Voilà, merveilles. Google Les gens offre des disent- ordinateurs Attends, et Apple, on les achète. C'est J'en formidable. profitais pour régler mes comptes. Toi qui me regarde. Non, mais Alors, le je me virement pour tes comptes, c'est... Non, je me prends des tweets. Eh oui, machin, Apple haters are gonna hate. Fuck you. Je veux dire, je peux switcher d'un téléphone à l'autre, d'un machin, etc. Mais honnêtement, avant de lâcher mon MacBook pour autre chose comme machine, ça va pas le faire. Et c'est pas parce que j'aime pas le Final Cut Pro. Oui, mon MacBook Air, bien sûr. C'est voilà, c'est mon camarade depuis. Ça fera 2 ans en septembre. Et moi, je trouve qu'il vieillit pas beaucoup. Alors évidemment, il pourrait être Retina. Là, je commence à trouver que la batterie, elle est plus de toute première fraîcheur. Ouais. Mais Alors, pour essayer de garder un fil rouge... si un Genius qui nous regarde, il me met un message sur Twitter, passe le voir. Alors, pour essayer de garder un fil rouge à cette émission, parce que ça part dans tous les sens, est-ce que, quelque part, ça résiste mieux côté Mac? Rodrigo, je te donne une piste, ou Fanny, parce que tout simplement, il y a une vraie communauté d'utilisateurs côté Mac, ce qui n'est pas forcément le cas du côté d'iOS, qui est peut-être un peu plus versatile, et qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout prêt à switcher vers le monde PC, alors que c'est peut-être plus facile de passer d'iOS sous Android. Ah bah clairement, quoi. Là, moi, je commence à voir pas mal de mes geeks qui viennent à la Fanny's Party, qui abandonnent le iPhone pour le Galaxy S4. En ce moment, ça teste et ils commencent à se rendre compte que... Mais côté Mac, il semblerait que ça résiste, pour que la l'instant, ils sont communauté utilisateur encore sur leur Mac, mais en tout cas, au niveau téléphonie, c'est quand même des gens qui Oui, pendant ça, c'est clair. n'auraient pas bougé parce qu'il y avait les applis qu'ils avaient achetées, il y avait leur bibliothèque de musique, il y avait... Et puis là, je sais pas, je sens un ras-le-bol de certains et j'ai vraiment vu des puristes. Ils sont moins vraiment captifs. J'en ai vu quelques-uns la semaine dernière passer le Galaxy S4, on va tester. Et puis d'autres un peu plus geeks, pro PC, Android, qui leur ont filé. Alors tiens, il y a telle appli qui fait ça, pareil que sur ton Apple, il y a telle appli qui fait ça. Et ils sont ravis. Et voilà. Rodrigo, ton avis, justement, cette communauté de fans qui a sauvé Apple pendant les années difficiles, qui faisait que malgré, contre vents et marées, ils continuaient à acheter des Macs, là, c'est encore le cas et ils ont plutôt bien, 4 millions. On est loin, il y a 10 ans, Apple ne vendait que 600 000 Macs par trimestre, donc on est loin des années passons, parce qu'il y a 10 ans, ça n'allait pas si mal que ça. Rodrigo. Écoute, le PC de mon fils, qui est sous XP... Waouh. T'as mis ton fils sur PC. Il est hardcore, ton fils. Je lui ai filé mon vieux PC de quand j'étais pas encore sous Mac. Fallait le mettre sous Ubuntu direct, enfin, tu vois comment c'est. Je l'ai mis sur Ubuntu pendant assez longtemps, et puis je l'ai repassé sur XP pour les jeux. Et donc il vient de rendre l'âme, et donc soit je le change, et je me fais chier, je vais j'ai oublié le nom de la rue d'ailleurs, là, le quartier chinois. Ouais. Et je remonte, tout ça. J'avais essayé d'installer le truc, c'était quoi, Vista après XP? Oui. Trop fort. Enfin. Et déjà, Vista reconnaissait pas la carte mère du Dell acheté en septembre 2006, j'ai dû essayer en 2009 ou 10. Donc, j'ai jamais upgradé, donc évidemment, ça marchait pas sur 7 ou 8. Et ben là, on va aller ce week-end, on va aller acheter un Mac pour le gamin. Mais non. Mais tu n'as pas répondu à ma question, Rodrigo. Mais non, mais je réponds à ta question. Qu'est-ce que je fais pour remplacer l'ordinateur? Ben, je vais mettre la même chose qu'il y a partout chez moi. Et quand il passera son permis à 18 ans, tu vas lui acheter une Audi. Mais non, tu commences par lui filer la vieille 4L qui était dans la grange, tu vois. Il faut lui ton vieux Mac. Exactement. Voilà. J'avais un Mac sous PowerPC, mais c'est pas un service à lui rendre. Non, mais je suis sûr que l'un de ceux qui nous regardent en live a bien, tu vois, aller a plus beaucoup de monde, là. Un vieux MacBook Pro 15 pouces, une machine Intel. Voilà, un truc, la base. Tu vois. Mais j'en ai une derrière là, j'ai un MacBook. Eh ben voilà. Ouais, problem solved. Mais j'ai mis de l'eau dessus avec le doigt. Ah oui, on déconne. Tu mets un clavier externe, ça y apprendra. Qui fonctionne la machine. Ouais, mais 250 € pour le diagnostic, enfin tu vois tout le bordel. Donc on va lui mettre un ordinateur. Alors pourquoi j'achète ça? Parce que et c'est ça la réflexion plus intéressante pour les focus group qui n'existent pas chez Apple. Punaise. Moi, étant informaticien, pour ceux qui ne le savent pas, dans une vie antérieure, quand j'avais des cheveux noirs, j'ai fait l'EPITA. Et donc, ma vie après, pendant 15 ans, après ça, c'était chez tous mes copains. Rodrigo, est-ce que tu peux m'enlever les virus? Rodrigo, tu peux m'installer mon machin? Rodrigo, est-ce que tu peux me rebrancher mon câble? Et un jour, Mac est rentré dans ma vie, Apple est rentré dans ma vie,
Et je me suis plus posé de questions. Ça marche tout seul. Et j'ai récupéré genre 3 heures par jour à ne pas dépanner les autres et à juste m'occuper, qui était sous Windows évidemment, et juste à m'occuper de mon truc. Donc la sérénité, je crois que ça c'est un critère clé là-dessus. Deuxièmement, les softs sous Windows, je les ai plus. J'en ai jamais racheté alors que j'ai des éditions familiales de 5 licences sur Mac, qui est le deuxième critère, donc je peux tout lui réinstaller sans rien aller acheter. Et c'est pas mal. Et puis troisièmement, et c'est un truc dont on a déjà parlé, qui est utile, dans les familles maintenant on a de plus en plus de machines connectées, donc l'administration système de son réseau à la maison, on a tendance à vouloir le simplifier au maximum. Donc moi je vais lui mettre juste une partition supplémentaire sur mon time machine, et ça sera sauvegardé et tout ça. Donc voilà, il y a plein de critères qui sont complètement exogènes au design, au prix et tout ça, qui font que moi, mon temps vaut plus que le prix que je vais payer en plus pour ce Mac. Ouais, alors moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça bug pas un Mac, parce que tu vois, rien qu'avec iPhoto, je m'arrache les cheveux, parce que quand je veux copier mes photos que j'avais dans iPhoto, que j'ai tout trié, je les copie dans un dossier, il m'en perd la moitié. Ouais, il faut dire à Apple de mettre à jour iPhoto. Moi, je suis très déçue. Je retournerais bien au Parce que le logiciel, il est figé depuis des années. Des fois. Non, ça c'est une légende, le Mac qui plante jamais, c'est un truc, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est pas... Tu t'es bien passé pour le savoir. Apple Script, rebooter tous les jours. Pas tous en même temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Oh my god, the wheel! Oh no, the wheel! Voilà, c'est bon, quoi. Combien de fois sous Final Cut, genre, oh non, je t'en prie, j'ai pas sauvé! Tout ça. Oui, c'est ça, alors, pas maintenant, parce qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment en même temps. C'est pas genre, ah oui, t'as raison, plante maintenant. En fait, c'est bien. Non, mais moi j'ai Aperture qui est séparément dans des partitions séparées par telle machine et qui sauvegarde automatiquement toutes les erreurs, toutes les photos. Mais non, bah ouais, ça, c'est à la portée de monsieur et madame tout le monde. C'est 2 clics. Ajouter disque, save now. Pour revenir aux ventes de Mac et essayer de comprendre, bon, c'est vrai qu'on voit qu'il résiste assez bien, mais pour essayer de comprendre le manque d'appétence d'Apple envers son ordinateur fétiche, tu disais Cédric tout à l'heure, ou je ne sais plus Rodrigo, est-ce qu'ils ne veulent pas valoriser l'iPad? Regardez ce chiffre intéressant. On voit là en un trimestre, il a fallu attendre plus de 30 ans pour arriver à ce record. Apple a vendu 4 millions de Mac. En combien de temps Apple a été arrivé en un trimestre à vendre des iPads en 6 mois. 6 mois de vie de la tablette d'Apple, ils avaient déjà vendu 4 millions d'iPads. Et c'est pas ça le constat qu'a fait Apple en se disant, écoutez les gars, on a, à l'époque en tout cas, près de 80%, 90% du marché. Pourquoi on va se battre pour gagner encore 1, 2%, 3% par rapport au géant de Redmond, par rapport à Microsoft, alors que l'avenir, c'est la tablette et que l'ordinateur va de plus en plus marginaliser. Est-ce que Apple n'a quelque part pas fait ce choix-là et ne pas tenter de sauver l'ordinateur en disant l'ordinateur va peu à peu descendre jusqu'à peut-être un jour disparaître? Non, parce que le besoin, il est là. Mais jusque-là, on n'avait pas le choix de prendre autre chose qu'un ordinateur, que ce soit pour consommer du média ou pour en créer. Et là, tout à coup, tu as le choix. Si tu ne fais que consommer, une tablette, ça fait l'affaire. Une télé connectée aussi, by the way. Une télé connectée aussi. Oh, c'est une idée pas con, ça. Et si, enfin, pardon. Arrêtez les marottes de Papy Cédric. Donc voilà, Papa Cédric. Ils se sont dit finalement, vu que les gens qui ne font que consommer du contenu, tu vois, c'est comme la télé interactive, ça intéresse 10% des gens. Les autres, ils sont affalés sur le canapé avec des chips qui leur tombent sur la chemise. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas en train de faire de l'interactivité. Donc ils se sont dit finalement. Que chez moi, le replay fonctionne plus que la télé live. Je parle d'interactivité, je parle pas de replay. C'est interactif. Ouais, si tu veux. Enfin, je veux dire, ils se sont dit finalement, ça va être ça le gros du marché à terme. Attaquons-nous à ce marché-là. C'est pas la peine de se battre pour des pouillèmes d'un marché. Voilà. Donc, non, c'est logique. Et pour conclure cet inventaire à l'après-vert d'un Mac en friche, on se fait du mal. Ce soir, les pires lotis, pas les mieux lotis, ça reste encore les pauvres qui sont vraiment. Les pauvres. Qui sont vraiment les parents pauvres. Voilà. Les mieux lotis sont vraiment les pauvres. Au moins, après moi, les pauvres. Non, mais c'est vrai, Olivier. Vous ne laissez rien passer. Non, mais c'est vrai, Olivier. Au moins, les pauvres, ils n'ont pas ce genre de problème. Est-ce qu'il faut acheter de nouveaux MacBook Air? Tu vois, pour eux, ils ont déjà la réponse à la question. Est-ce que vraiment, j'ai l'iPad 3, faut-il que je prenne l'iPad 4? Tu vois, ils prennent encore non, parce que le nouveau MacBook Air va arriver. Merci. Voilà. J'aimerais bien conclure cette émission. MacBook Air ou Retina? Les pros sont véritablement les moins bien lotis, les moins bien considérés par Apple, les parents pauvres. Je vous parle même pas de la politique logicielle à destination des pros qui a provoqué beaucoup de remous. Il y a l'arrêt de chèque en 2009, avec le Pro qui a été complètement changé il y a 2 ans avec une refonte totale de
de son interface, c'était pas compatible avec les anciens formats de fichiers, un peu comme si Photoshop d'une version à l'autre c'était plus compatible. Ça avait un bordel, je vous dis même pas, pour aller à l'essentiel. Et puis plus récemment, le Mac Pro qui a été carrément déférencé car il n'est plus aux normes européennes. Et un Tim Cook qui regardait cette image lors d'un mail d'un groupe Facebook d'utilisateurs sur Facebook. Il a répondu à un mail, il attend quand est-ce que va arriver le prochain Mac Pro, courant 2013. On attend toujours. On a l'impression qu'Apple n'a plus du tout non seulement d'appétit pour le Mac, mais surtout plus pour les pros. Rodrigo, hein. Pardon ? Tu l'as déjà dit ça. Surtout pour les pros, non. Pour les pros, non, on n'a pas pas pour dit, les pros, c'est vrai. Il n'a plus d'appétit pour les pros et que Apple se cherche et ne propose plus de solutions alors qu'il y a un marché. Comment expliquer qu'une entreprise à la taille d'Apple ne répond pas à une attente d'un marché d'une base installée? C'est le minimum. Ne fût-ce que de mettre à jour des produits qui existent. C'est même pas ça. Ils ne font même pas ça, Apple. Rodrigo, regarde, il n'y a plus de Mac Pro aujourd'hui. Je sais pas quoi te dire, mon ami. T'imagines que la rombière qui vit en manteau de fourrure déjeuner tous les jours au petit troquet du quartier? Ouais. Ça fait des années qu'elle vient, tu vois, tous les midis déjeuner. Et puis un jour, le patron du troquet, il ouvre un self pour le grand public, tu vois, en face de tous les carrefours de la région parisienne. Et tu me demandes, mais pourquoi est-ce que le patron du self de Casino ou de Carrefour ne sert plus la petite rombière du troquet qui venait religieusement depuis 20 ans? Et bien la réponse, c'est que la petite rombière ne représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires ou en perspective d'avenir, et qu'elle va finir par mourir. Oui, mais à tout miser sur sur iOS, c'est aussi un risque pour Apple, parce que si Apple un jour se plante sur l'iPhone, ils n'auront plus que les yeux pour pleurer. Moi, je fais ce constat-là. Et qu'on l'a dit tout à l'heure en amont de l'émission, on l'a vu sur les ventes de Mac, les utilisateurs de Mac sont des clients et utilisateurs fidèles et qu'ils ne changent pas. S'ils virent leur cutie, c'est presque à marche forcée, parce qu'Apple les oblige. Alors, comment on pourrait dessiner le futur du Mac? Non, mais il a raison, Cédric. Il t'a dit tout à l'heure 3 ans pour un marché de renouvellement, c'est pour les pros, parce qu'on amortit en comptabilité sur 3 ans. Donc l'informatique. Attends, Rodrigo, le Mac Pro que tu as sous ton bureau, le design du Mac Pro que tu as sous ton bureau, il a 10 ans. Il remonte du Power Mac G5 2003. Déjà, je le vois pas parce qu'il est sous mon bureau. 10 ans sans mise à jour de design. J'ai 2 écrans DVI Dell, jamais vu ça. Je vois même pas que c'est un Mac. Comment on peut faire un truc pareil, quoi? 10 ans, même si c'était un excellent châssis. Comme 10 ans sans mise à jour majeure du design d'une machine. Alors d'accord, c'était un bon châssis, il y a eu des évolutions, le RAID, etc. Mais quand même, Rodrigo, quand même. Il faut quand même adresser et quand même valoriser une base installée. Et là je ne comprends pas. Et on a l'impression qu'Apple... Le châssis de la 993 est plus... non, c'est pas ça. Mais non, on parle de technologie, Rodrigo. Ça va beaucoup trop vite dans ce secteur. Regarde combien de fois ils ont mis à jour le MacBook Pro entre-temps ou l'iPhone, il est mis à jour tous les ans. Non mais je m'en fous en fait de mon Mac Pro. Il est sous le bureau, je ne le vois pas. Et je sais exactement comment il fonctionne et je ne me pose pas de questions. Quand il faut l'ouvrir, je sais exactement comment faire. Quelle est leur motivation à tout remettre sur le tapis à un moment où ils ont plus besoin de déployer des ressources ailleurs pour faire autre chose? Voilà. Problem solved, comme on dit. Non, c'est clair que je sais pas combien ils en vendaient des Mac Pro, mais ça devait pas être. Enfin, tu vois, c'était pas millionnaire. C'est pas énorme. Et voilà, donc c'était vraiment des belles machines emblématiques de ce qu'ils savaient faire en design à la Braun. Mais voilà, quand tu vois ce que c'est par rapport à l'enjeu, même qu'a juste représenté l'iPod il n'y a pas si longtemps, voilà quoi, c'est pas. Ils savaient bien que, si tu veux, surtout au moment où les actionnaires d'Apple achetaient de la croissance, ils savaient bien que leur croissance, elle se trouvait pas là, elle se trouvait plutôt soit dans la création de vrais nouveaux marchés, soit voilà. Alors du côté pour essayer de dessiner ensemble une piste qui pourrait être le futur du Mac, alors on parle du tactile, on parle du Retina, Apple a fait ce choix-là. Il semblerait que les autres constructeurs s'y mettent aussi, et Cédric en a un exemple avec son portable de chez Google notamment, qui est également Retina, l'équivalent du moins. C'est une rumeur, ou plutôt une réflexion d'un éditorialiste d'Apple Insider qui imagine le futur des machines professionnelles ou semi-professionnelles d'Apple. Il n'y aurait plus d'ordinateurs en tour tels qu'on les conçoit aujourd'hui avec les Mac Pro notamment, mais simplement un énorme boîtier, un petit boîtier qui serait posé à côté. La spécificité de ce boîtier, c'est qu'avec l'arrivée d'une Thunderbolt et les débits qui sont offerts par le Thunderbolt,
la possibilité d'échanger très rapidement entre un ordinateur, je dirais, de taille plus modeste, comme un MacBook Pro ou un iMac, à grande vitesse avec une carte vidéo, voire avec une carte d'acquisition ou j'en passe. Voilà, c'est en clair, on aurait un ordinateur portable et un boîtier professionnel qui ferait migrer, qui ferait muer son ordinateur, lui donner d'autres fonctionnalités, étendre ses capacités avec des slots, comme on a aujourd'hui avec le PCI Express sur le Mac Pro. Est-ce que ça vous semble une piste intéressante? En clair, voilà, le Thunderbolt, vous branchez dessus votre Mac, votre portable dessus, il se mue en ordinateur de bureau. C'est vrai qu'il y a une telle puissance aujourd'hui avec les dernières générations de puces Intel, et ça on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vrai que d'une génération à l'autre, on est arrivé à un tel ratio de puissance aujourd'hui avec les puces, même sur un portable, que bon, on peut tout faire. Pourquoi les tours sont grandes? Pour les PC Express, pour la chaleur, pour la dissipation de chaleur, Exactement, pour ces deux raisons que tu viens de donner. Les capacités d'extension, donc on peut rajouter dans mon Mac Pro 4 disques durs, ça peut être réduit maintenant avec les disques SSD, ça sera plus petit. Oui, ou le Thunderbolt. Ouais, mais les puces d'extension, ok, Thunderbolt, d'accord. En revanche, les sinks de chaleur sont de plus en plus gros. Donc les processeurs prennent plus de place, donc il faut les rafraîchir. Moi, combien il y avait 7, c'est ça, 7 ventilos dans un Mac Pro? Oui, ça a changé, parce que maintenant que tu vois que tu arrives à mettre un Core i7 dans un MacBook Air, avec finalement assez peu de ventilation, non, juste parce que comment dire, parce que Hangouts permet de le faire et parce que voilà, faut rire un peu. Il y a des gens qui ont trouvé quoi faire avec un Mac Pro, regardez. C'est un barbecue. Ouais. Un barbecue. Moi, je leur conseille de pas le faire quand même parce qu'il doit y avoir quand même des vernis sur ce boîtier. C'est moche. Ah, il a peut-être un vernis alimentaire à remettre dessus, tu sais, pour pas que ça. Voilà. Bien, espérons que le futur du Mac ne sera pas défini comme un grille-pain. Une petite dernière question Twitter pour conclure ce débat. Non, j'ai pas une dernière question Twitter. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens de plus en plus qui nous regardent dans la douche ou dans le bain. Hein. Là, ce soir, il y en a un qui est un expert. Il y a Z et qui nous regarde sous la douche. Et cette semaine, je ne veux pas le savoir, moi, qui m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Matin, je vous regarde dans mon bain, ça fait 2 semaines que vous me manquez, revenez. Donc Julien Chies, si tu nous écoutes. Non. Vous manquez, c'est du vouvoiement, hein. C'est pas à nous qu'il s'adresse, Fanny, je tiens à le dire. C'est nous tous. Allez, on passe à vos coups de cœur. On refait le Mac. Allez, les coups de cœur, nous sommes atrocement en retard. On commence par Cédric. 2 choses. D'abord, les 2 features que j'aimerais bien voir dans le prochain MacBook Air. Donc je te fais le débat après le débat. Bien, ça mais y est. quand même. Non, mais je veux dire, hérité du Chromebook Pixel que j'ai devant moi. D'abord, sur le côté de la machine, il y a un petit slot pour mettre une SIM. Pour mettre une SIM 3G, 4G. En l'occurrence, c'est une SIM 4G Verizon pour les États-Unis, mais peu importe. Et ça marche d'enfer. Ça déchire. Chez Starbucks, ça allait plus vite que le Wi-Fi. En 4G, la deuxième feature, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur tout mettre dans le cloud, c'est que la machine est livrée avec 1 Teraoctet de stockage sur Google Drive pendant 3 ans. Et là, tout à coup, le fait qu'il n'y ait que 64 Go de stockage interne a quand même beaucoup moins d'importance. L'autre nouveauté de la semaine, elle est ici. Je suis en train de l'utiliser pour enregistrer ce podcast. Ceci est un micro-cravate. Alors, les micro-cravates, c'est un truc que je connais bien dans le travail parce que c'est avec ça qu'on fait les interviews en télé. Mais d'ordinaire, un bon micro-cravate, ça coûte une grosse blinde. Ça coûte, allez, on va dire, au moins quelques centaines d'euros. Le problème que j'ai, moi, d'ordinaire, je vais me le refixer, avec les micro-cravates traditionnelles qu'on utilise, c'est que ce sont des micros avec une petite base, un émetteur sans fil, qui parle sans fil à un récepteur qui est sous la caméra. C'est très bien, mais le sans fil, il y a des fois, ça marche d'enfer. Et sinon, comme la semaine dernière à San Francisco, à 1 mètre l'émetteur du récepteur, ça ne marchait pas. Impossible, parasité, tout ça, etc. Donc il a fallu trouver des solutions. Ça vient de chez Rode. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est cette espèce de marque bizarre, tu vois ce que je veux dire ? RO avec un O barré qui n'est pas un 0. Ça doit être suédois, qui font des micros, de temps immémoriaux. Ils font des magnifiques micros de radio, des micros pour la musique, etc. Et ils font donc ce petit micro-cravate qui s'appelle le SmartLav. Pourquoi donc ? Je vais m'en expliquer parce que à l'autre bout, il y a un jack que je ne vais pas débrancher, sinon vous ne m'entendrez plus. Un jack que vous allez brancher sur n'importe quelle machine iOS. Par exemple, ce vieillot iPod Touch 64 Go, mais peu importe. Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous allez avoir une app qui s'appelle Rodrec et qui va vous permettre de faire vos enregistrements directement. Et ça, moi, jack. Pardon ? Ah, le jack, tu l'as mis sur l'ordi.
Là, il est sur l'ordi, mais sinon, je le brancherai sur l'iPod. Et voilà, tu peux faire tes enregistrements, tu peux les monter, ils peuvent se synchroniser directement dans Dropbox. Et si tu utilises Final Cut, par exemple, tu prends l'enregistrement d'une voix, tu as fait l'image par ailleurs, ça se synchronise automatiquement, c'est magnifique. Et ça coûte une grosse cinquantaine d'euros. On aurait quand même tort de se priver. Et pour tous les gens qui font des vidéos rigolotes sur YouTube, pour tous les gens qui font des podcasts vidéo, pour tout, on le sait. Rigolo. Ouais, on le sait, le truc qui pêche d'ordinaire, c'est pas l'image, c'est le son. On vous pardonnera une image moyenne, on vous pardonnera pas un son inaudible, jamais. Donc voilà, si vous faites ça, allez claquer 50 € et vous aurez un vrai micro-cravate, comme les vrais professionnels de la profession. Voilà, ça s'appelle Rode SmartLav. Moi, je l'ai commandé avant sa sortie, j'ai attendu 3 mois et je suis ravi de l'avoir attendu. Pour tout dire, je pense que je vais en commander un second en secours des fois que le premier me lâche ou que je marche dessus. Merci Cédric. Fanny, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Alors moi ce soir, c'est comme j'ai été pas mal en vacances, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal d'avions. J'ai un super attaché de presse qui m'a envoyé le nouveau Cut the Rope Time Travel. Voilà. Alors, un super attaché de presse. Ouais. Ah bon, il est... je sais pas. T'as tort, ils sont très sympas. Et donc voilà, c'est le nouveau Cut the Rope. Il est super sympa et j'y ai pas trop joué, mais alors mes fils, par contre, ils ont terminé tous les niveaux avec 3 étoiles. Ils y ont passé un temps dingue dès qu'ils pleuvait et qu'ils avaient rien à faire. Et ils ont adoré. Donc si vous avez des petites jeunes entre 8 et 15 ans, vous pouvez y aller, ça les occupe bien. Et le prix est peu cher par rapport au temps occupé. Merci Fanny. Rodrigo, qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir? Ah là 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 là. Comme si j'avais le temps de chercher des applis ou des sites ou des choses pour vous. Arrête, on sait que t'as un énorme fichier dans lequel tu Rodrigo est revenu parmi nous dans le monde réel. D'un coup, il travaille la journée, donc tout le reste est absolument inenvisageable. C'est des Boardman. Alors vas-y. Je sens une étrange sensation. Et donc ça la s'appelle de la transition est idéale parce que cette semaine, je vais vous donner un compte Facebook à suivre. Ouais. Qui est, le moment de détente de la journée. Vous voyez passer dans la timeline et un petit coup de rire, ça vous fait beaucoup de bien. Ça s'appelle, je vous le donne en mille, allez, Olivier, je crois qu'il est parfaitement dans la cible. Non, mais on va pas deviner le nom d'un groupe Facebook, vas-y, accouche. Tu veux que je t'en donne un? J'en ai un devant les yeux. Il s'appelle Ah, moi j'en ai un mieux, il s'appelle Si on change 4 lettres à Dora, ça fait pute. Coïncidence, ça c'est le nom. Tu regardes Ça c'est le nom d'un groupe sur Facebook. Quelle était ta question? Allez, en avant. Moi j'allais vous parler de la fête du slip. Ouais. Facebook.com. On va les deviner, bien sûr. Mais oui, facebook.com/fête du slip, c'est hilarant. C'était ça ton coup de cœur? Ah bah oui. Faut changer, on va quand même arrêter de faire des applications qui s'installent sur macOS ou sur iOS, quoi. Je crois que ça y est, la fin du monde est proche. Rodrigo travaille dans un bureau avec des gens normaux, tu vois. Ouais, il dit regarde, il y a la fête du slip sur Facebook. Bon, c'est triste. Il va falloir travailler un peu plus. Dans mon bureau, il n'y a personne d'autre que moi. Mon ordi. Rodrigo? C'est pas une circonstance atténuante. Non, au contraire, c'est même pire. Rodrigo, il va falloir travailler un peu plus si tu veux continuer à participer à ce podcast. Crois-moi, je vais passer la semaine prochaine, il y a intérêt, au moins un vrai coup de cœur, quoi. Un vrai coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur, c'est très rigolo. Allez, on montrera les images. Allez, moi j'ai un vrai coup de cœur. Regardez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça d'après vous? WhatsApp. Voilà, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une... Je ne sais pas, Simone, c'est l'objet mystère. C'est noir et rouge. C'est un objet mystère. Regardez, ça s'ouvre comme un petit portefeuille ou comme une petite smart cover. C'est un porte-lunettes. Ah ben non, regardez. Oh, et qu'est-ce que je sors? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est sextoy. Oh, tes menottes en moumoute. C'est n'importe quoi. C'est une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte Bluetooth. C'est l'enceinte la plus plate du marché Bluetooth. Et qui est en plus protégée par une smart cover qui est aimantée, donc elle tient en équilibre. J'arriverai pas à la faire tenir en équilibre évidemment, et qui permet de la balader partout. Et le son est de folie. C'est Foxhole qui fait ça. C'est une marque qui n'est pas très connue en France, mais qui commence à se développer aux États-Unis. C'est extra plat et c'est un son. J'en reviens pas. Je ne vais pas vous le faire écouter. Ça ne servirait à rien avec le micro ici que j'ai près de la bouche. Le son est d'enfer. Il y a un caisson de basse. Alors le caisson de basse, il est où à votre avis? Le caisson de basse, c'est la membrane située sur la batterie. C'est vachement bien foutu. Foxhole, retenez cette marque. L'inventeur de la marque est aussi la personne qui a participé au cahier des charges des fameuses enceintes Bluetooth qui marchent très fort en ce moment. Rappelez-moi la marque, vous qui vous me suivez, Cédric, Rodrigo. Jobon.
Jawbone, voilà. En gros, ce sont eux qui ont fait le cahier des charges. Ils ont dit, plutôt travailler pour les autres, on va faire nous-mêmes des produits, une enceinte. Ouais, et le soin d'enfer, c'est Macway qui va distribuer ça en France. La Foxel Dash 7, et c'est astonishing. Voilà, il faut essayer ça, ça va coûter autour des 200 € de mémoire. C'est chouette. Voilà. On a une question Twitter. Non. Quelqu'un qui demande, est-ce que Julien Chiez regarde l'émission Dans son pain les semaines où Fanny n'est pas là? Je ne sais pas. C'est Julien qui... Ah d'accord. Voilà, et c'est gentil parce que sur Twitter, il y a des gens qui disent allez courage, ouais, j'ai du mal ce soir à finir. Le truc, c'est qu'il ne sait pas si elle est là ou pas avant de commencer. Dommage. Oui. Bon, mais on va essayer d'organiser un rendez-vous, un rencard entre Julien et Fanny, qu'est-ce que je vous dis. Bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça va. Non mais bon, on va essayer de filmer ça, on va faire monter un petit peu l'audience. Vous retrouvez Cédric dès samedi, dès dimanche, dans plein d'écran à 13h, 13h 10 sur LCI et 20h sur LCI. Dimanche et puis toute la semaine. De quoi on parle cette semaine? Et au menu pour tout dire, on hésite. Soit on va faire le numéro qu'on voulait faire sur le Big Data, où il y a plein de trucs. Dépêche-toi, on est mercredi soir. On est allé au centre du monde de l'Internet de la Silicon Valley, je déconne pas. Soit on en fait une grosse tartine sur la Xbox One, parce que c'est quand même la grosse actu de la semaine et il y a des choses à en dire. Voilà. Donc ouais, on est mercredi soir. En gros, faudrait que la sagesse me vienne pendant le sommeil, et demain matin, je t'en reparle. On va sur Xbox. Vous retrouvez Fanny chaque semaine sur On fait le Mac, et également dans la prochaine Fanny Party qui aura lieu au mois de juin. Voilà, le 4 juin, Hard Rock Café. Bientôt les inscriptions en ligne, donc ne les ratez pas, ce sera annoncé sur Twitter. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver maintenant tous les 15 jours sur Melty dans la Gaming Zone, parce que j'ai une nouvelle émission qui s'appelle WOF, World of Fanny. Melty, c'est réservé qu'aux garçons jeunes. Rien du tout. Si vous dépassez les 25 ans, c'est plus pour vous. Mais bon, donc voilà, une nouvelle émission sur les tips pour être un vrai gamer dans la vraie vie et dans les jeux vidéo. Sur les tips, comme c'est bien dit. Merci Fanny. Et Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine, ou presque, dans Refait le Mac sur son Twitter @Rodrigo, mais malgré son travail harassant et la fatigue apparente, et il a encore le temps de tweeter. Merci Rodrigo, à la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, enfin si tout va bien. Et n'oubliez pas, dans un mois, à la WWDC, nous serons en direct. À la semaine prochaine. Au revoir.